Les non-dits en direct. Ici, on dit ce que d'autres préfèrent taire. Sans hystérie, sans fioriture. On décortique les déclarations clés, les faits et leurs conséquences, clairement, point par point, pour comprendre ce qui se passe et où ça mène. Si ce format vous plaît, abonnez-vous dès maintenant, mettez un like et laissez votre avis en commentaire. Votre opinion compte. Il semble que les Russes se déplacent un peu sur tout le front, mais c'est surtout dans le sud, le long de la ligne de front de Zaporijia, où les choses avancent le plus rapidement, ce qui est assez crucial si la ville principale devient. Eh bien, cela relève, je suppose, oui, du contrôle des drones, parce que la plupart de la ville se trouve sur la rive est du Dniepr. Donc, il semble que beaucoup de ces éléments pourraient avoir de grandes conséquences assez rapidement. Eh bien, comment analysez-vous la situation actuelle? Eh bien, il vous reste deux grandes villes à Zaporijia qui sont dans une position défendable. Vous avez Rakove d'un côté, et puis vous avez plus au nord, vous avez la ville de Zaporijia. Le front de Zaporijia était tenu par Uliaipol, et Uliaipol n'était pas trop éloigné, ne s'est pas trop éloigné avant. Elle est maintenant tombée. Vous savez, et à l'origine, les forces russes ont eu beaucoup de problèmes à prendre Uliaipol parce qu'elle est située sur une colline entourée de terres plates, de terres agricoles ouvertes. Donc l'atteindre est en fait assez difficile parce que vous êtes exposé de tous les côtés. Il y a une raison pour laquelle je dis cela. Donc la Russie a eu beaucoup de problèmes pour y arriver, surtout depuis le sud, le sud-est, pendant plusieurs années. Finalement, alors que les forces ennemies s'amenuisaient, la Russie a pu charger depuis l'est, prendre deux villages à l'est qui étaient fortifiés comme ligne défensive, et ensuite traverser ces zones ouvertes et investir la ville. La raison pour laquelle je dis cela est que depuis les derniers quelques jours, les Ukrainiens ont commencé à essayer de faire et ce sont des contre-attaques suicidaires dans la région de Zaporijia. Dans Uliaipol, alors que l'armée russe a maintenant commencé à se déplacer au-delà de Uliaipol et à se solidifier. Uliaipol était une saillie. Donc depuis le sud, ils ont solidifié et fait une ligne droite au nord. Environ la moitié de ces positions fortifiées sont encore aux mains des Ukrainiens, mais elles sont en train d'être encerclées parce que la Russie les a contournées, là où il n'y avait pas de troupes, et a établi des positions plus au nord, et elles commencent à descendre sur eux. Et environ la moitié d'entre elles ont déjà été dégagées, et les autres, vous savez, elles doivent soit se défendre et mourir, soit se rendre, car sortir est très difficile, car les forces russes sont de chaque côté de cette ligne fortifiée, et elles se trouvent dans des zones ouvertes. Dès donc la couverture des drones est dense, eh bien les Ukrainiens ont commencé ces attaques suicidaires, essayant de charger dans la région de Zaporijia. Je veux dire, dans Uliaipol, je suppose, au mieux, voici votre mission. Survivez assez longtemps pour hisser un drapeau, prendre une photo, et ensuite faire ce que vous voulez. Vous savez, je suppose que c'est un peu ça, en fin de compte. Ils n'ont jamais l'occasion de faire quoi que ce soit. Ils ne survivent jamais aussi longtemps, parce qu'ils traversent le même type de champ ouvert, sauf que les arbres ne sont pas verts. C'est beaucoup plus ouvert maintenant. Il y a encore moins d'endroits pour se cacher, et ils se font simplement exterminer à mesure qu'ils arrivent en chargeant. Une compagnie ici, une compagnie là-bas. Donc les Ukrainiens font un coup de communication. Ils essaient de dire, voyez, nous avons pris Zaporijia. Je veux dire, je suis désolé, Uliaipol. Maintenant, parlons de Zaporijia elle-même. L'armée russe a avancé sur la côte du fleuve Dniepr. Maintenant, au sud de Julia, de la ville de Zaporijia, il y avait une énorme réserve d'eau. Et souvenez-vous, les Ukrainiens, jusqu'à Enerhodar, où se trouve la centrale nucléaire de Zaporijia, les Ukrainiens ont fait sauter le barrage, ce qui a également emporté plusieurs positions russes au sud, en face de Kherson. Elles ont été reconstruites depuis. Mais le problème est que tout le lac, il n'a pas simplement disparu, devenu une terre ouverte à traverser. Il est juste devenu un énorme marais. Donc, vous ne pouvez vraiment rien y faire, car c'est de la boue, c'est marécageux, et c'est très, très ouvert. Donc, ils n'ont pas eu d'avantage pour essayer de prendre la centrale de Zaporijia, la centrale nucléaire. Mais ils ont aussi fait beaucoup de dégâts à eux-mêmes, aux positions russes, particulièrement en face de Kherson, mais encore une fois, c'était il y a 1 an et demi. Donc ces positions ont été reconstruites. Eh bien, la Russie a continué à progresser le long de cette nouvelle zone marécageuse. Finalement, je suppose, le barrage sera reconstruit un jour, et alors cette zone redeviendra une grande réserve d'eau. Et les forces russes sont maintenant à environ 15 km de la ville de Zaporijia, ce qui signifie qu'elles ont pénétré dans l'agglomération de villages et de villes. Donc la banlieue
c'est une autre façon de le dire. La banlieue qui s'étend sur environ 15 km. Et pour les Américains qui sont habitués au système standard, cela représenterait environ 8 ou 9 miles au sud de la périphérie de la ville de Zaporizhia. Toute personne vivant en Amérique connaît bien les villes géantes sans fin qui dépassent la frontière et continuent encore et encore. La banlieue. Donc c'est dans cette zone de banlieue que les forces russes entrent maintenant. Et la zone de banlieue s'étend principalement le long du fleuve. Ce n'est pas si loin dans la campagne, mais en faisant. Et ils sont arrivés à un point où ils atteignent la zone suburbaine et ils s'étendent également vers l'est. À l'est, car ils surplombent maintenant Rakov depuis le nord. Ils avancent de plus en plus. Ils surplombent Rakov alors qu'ils entrent à Rakov depuis le sud. C'est votre dernière grande position fortifiée à Zaporizhia, en dehors de la ville de Zaporizhia elle-même. Et la ville de Zaporizhia est une zone plate et ouverte avec un pont principal traversant le Dniepr, ce qui va être difficile à tenir. Et c'est essentiellement comme une feuille de papier plat que vous regardez. Donc ce n'est pas un endroit qu'ils pourront tenir. Je veux dire, il y a encore évidemment des routes venant du nord et du nord-est, mais ce sont des terrains ouverts. Donc tout ce qui entre là-bas entre dans la vallée de la mort des drones. Vous savez, vous y entrez pour essayer de fortifier ou d'apporter des provisions. Vous êtes dans le champ d'action de chaque opérateur de drone qui travaille dans cette zone. En plus, l'aviation à voilure fixe, à voilure tournante, vous savez, c'est un sacré endroit pour être si vous voulez mourir. Donc ce sera quelque chose qu'ils tiendront sûrement parce que c'est ce qu'ils font à chaque fois. Ils perdront encore 20 000, 30 000, 40 000 personnes là-bas, transformant la ville en ruine, que la Russie finira par reconstruire. Mais ils ne pourront pas la tenir. Et de là, c'est tout droit vers l'oblast de Dnipropetrovsk depuis le sud. Et après Dnipropetrovsk, ils iront vers le nord à Poltava. Maintenant, ce pont, cette zone de passage, va directement vers Krivoy Rog. Il va vers Nikopol. Et puis, c'est un contournement autour de Mykolaïv vers Odessa. Donc, tôt ou tard, la Russie traversera Kherson. Et une fois qu'il y aura une menace plus au nord, traverser Kherson sera beaucoup plus facile par le sud. Une fois que vous avez traversé et reconstruit les ponts vers Kherson, c'est alors une course vers Mykolaïv et après Mykolaïv vers Odessa. Vous devez prendre Mykolaïv parce que même si vous contournez la portée, la côte, Mykolaïv est votre menace de flanc. Donc vous devez éliminer cette grande menace de flanc qui avait déjà un renforcement militaire. C'est pourquoi la Russie auparavant ne pouvait pas aller vers Odessa parce qu'elle n'avait pas assez de troupes pour prendre Mykolaïv. Et Mykolaïv était simplement la grande menace. Donc c'est plus facile si nous avons une carte pour les personnes qui ne connaissent pas l'emplacement, mais elles peuvent la consulter. Donc c'est la situation dans le sud. Le sud s'effondre et les attaques suicidaires de relations publiques à Gouliaïpol se terminent chaque jour de la même manière, par la même chose. Vous savez, juste beaucoup de cadavres ou de corps mutilés. Mais ils continuent de le faire. Vous savez, cela n'a aucun sens militaire. C'est purement des relations publiques. Tout général qui faisait cela, s'il avait un tant soit peu d'honneur en lui, et Syrski n'en a pas, donc nous n'avons pas à nous en soucier. Syrski, qui au fait a payé pour que son père aille à l'hôpital, sa famille vit en Russie, il a payé, apparemment il a transféré de l'argent à son père pour qu'il aille dans un hôpital privé en Russie plutôt que dans un hôpital public. Oui, interprétez cela comme vous voulez. Je veux dire, cela vous en dit long sur la situation en Ukraine, mais c'est la situation. Plus au nord, le front bouge. Il avance plus lentement, sauf autour de Konstantinovka. Il y a une poussée vers le sud-ouest de Konstantinovka maintenant. Encore une fois, nous verrons à quelle vitesse cela se libère, car l'Ukraine, en gros, tout le monde, la Russie, pousse ses réserves qui étaient utilisées pour Mirnograd vers Konstantinovka pour se battre au nord, et l'Ukraine pousse tout ce qui lui reste de ses réserves vers Konstantinovka pour essayer d'arrêter le. Konstantinovka est environ 65% encerclée, donc encore une fois, l'Ukraine aime se mettre la tête dans un nœud coulant autant qu'elle peut, et ensuite crier « Nous sommes toujours là ». Je veux dire, ils prétendent encore qu'ils se battent encore à Mirnograd. Il y a une opération de nettoyage à Mirnograd, de petites poches de 2 ou 3 personnes, des résistants qui ne se sont pas encore rendus ou n'ont pas encore été tués. Mais ça, Mirnograd, Pokrovsk, ils sont tous. Le combat est terminé depuis un moment maintenant, mais c'est ce que nous voyons. Maintenant, nous voyons dans l'oblast de Sumy et l'oblast de Kharkiv un tas de nouvelles, particulièrement dans l'oblast de Sumy, un tas de nouvelles incursions. Elles sont toutes petites, relativement petites pour le moment, mais on dirait qu'elles aplanissent la frontière, si vous voulez l'appeler ainsi, car la frontière est très irrégulière par endroits.
Donc vous coupez ces kilomètres supplémentaires de frontières et vous l'aplanissez. Je suppose que c'est une meilleure façon de le dire. Maintenant, il semblerait qu'il y ait une accumulation, du moins les Ukrainiens s'en inquiètent, il y a une accumulation au nord de Tchernihiv, du côté russe, donc à Bryansk. Très possible, très possible. Donc je pense qu'à ce stade, une fois que tout commence à s'effondrer, et il y a des zones où ça commence à s'effondrer, où les unités russes de reconnaissance et de sabotage passent à travers. Maintenant, cela ne signifie pas que ces zones ne seront pas fermées, mais il y a plusieurs zones où cela se passe actuellement. Donc cela pourrait être une manœuvre pour détourner l'attention de lieux comme Konstantinovka ou Kupiansk, où ça pourrait être. Et je pense que Kupiansk lui-même, si vous regardez Kupiansk, je change de sujet. Je sais que je change de sujet. Si vous regardez Kupiansk, la contre-offensive à Kupiansk s'est déroulée trop facilement. Et les troupes russes se sont retirées. Et le côté ukrainien s'inquiète maintenant qu'ils aient été aspirés dans un autre piège. Et la raison pour laquelle je dis cela, c'est que pendant que les Ukrainiens reprenaient environ la moitié de Kupiansk, en particulier ce qui est sur le côté ouest, qu'ils appellent aussi River, l'armée russe a percé vers le nord, a continué à avancer au nord et à couper les principales artères d'approvisionnement vers Kupiansk. Donc les zones que les Ukrainiens ont reprises sont maintenant coupées de l'approvisionnement. Donc super, vous êtes à nouveau enfermés dans le sac et maintenant vous ne pouvez pas obtenir des fournitures normales comme des munitions, des provisions. Tout est en train de s'épuiser. Vous êtes coincés au milieu de l'hiver dans un paysage très abîmé et détruit. Et l'hiver là-bas, juste pour comprendre, vous savez, il fait froid à Moscou en ce moment. Eh bien, il fait relativement froid. Il fait environ -9, -10 aujourd'hui. Ça varie entre -4 et -20. Vous descendez à Donetsk et ça varie entre +6 et -10. Vous savez, à +6, tout fond et se transforme à nouveau en boue. Donc encore une fois, toutes les fournitures que les Ukrainiens reçoivent, à moins que ce ne soit une petite quantité qu'un drone peut transporter, ce qui n'est pas beaucoup, vous fournissez des soldats individuels, pas des compagnies, pas des pelotons, pas même des équipes de feu. Ça, cette zone, à moins que vous ne rouliez sur des routes construites, vous ne conduisez nulle part, car la boue, elle monte et descend, et le sol commence à geler, puis il fond à nouveau. Il commence juste à geler, puis il fond à nouveau. Donc c'est un mélange constant, et même là où ça fond, là où ça gèle, ça ne gèle pas assez profondément pour que s'il y a un trafic intense, ça ne vous retourne pas simplement. Et là où ça se retourne et ça gèle, ça devient impraticable pour d'autres raisons. À moins que vous n'utilisiez des véhicules à chenilles. Les véhicules à roues ne vont pas passer à travers la boue déchirée qui est maintenant dans des trous, des vagues, des bosses, peu importe, vous savez, parce qu'elle a juste gelé solidement après avoir été toute remuée. Donc c'est la situation. Donc ces gars-là, en gros, ils ont remis la tête dans un piège, vous savez. Dans le bruit des écrans, les ombres font la loi. Des titres qui s'allument puis s'éteignent sans voix. On lit entre les lignes, on suit le fil discret. Les mots qu'on n'a pas dit, les gestes qu'on promet. La nuit porte des preuves, des signes à moitié. Un chiffre, une image, un regard détourné. Si tout semble clair, c'est peut-être un décor. Nous on cherche la faille et la vérité dehors. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers. Et le réel surgit. Des promesses en coulisses, des mains sous la table. Des versions officielles, trop lisses, trop hables. On compte les secondes, on suit les trajectoires. Les cartes se déplacent, échangent d'histoire. Un port, un ciel chargé, un message chiffré. Des alliances qui craquent, des pactes déchirés. Si l'info te traverse comme un courant sans fin, ici on la ralentit pour voir ce qu'elle peint. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers. Et le réel surgit. On ne
vend pas des peurs, on cherche des repères, on sépare le bruit des faits, la scène du mystère. Chaque phrase a son prix, chaque silence un poids, mais la vérité respire quand on tient le cap droit. Regarde bien la trame, derrière le spectacle, les détails sont des clés et les angles des actes. Si tu veux comprendre au lieu de simplement croire, reste avec nous, on remonte le miroir. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers et le réel sur